Chaque lancement NASA engloutit 1,5 milliard de dollars dans l'océan, volontairement. Les deux propulseurs du SLS fonctionnent 2 minutes, puis sombrent dans l'Atlantique. Pourtant, la navette récupérait ces mêmes fusées. 270 unités en 30 ans, 266 ont revolé. On savait faire, on a désappris. Mais l'argent n'est pas le pire. C'est près de 70 tonnes d'explosifs mélangés dans des bunkers, une étincelle, et à la place de l'atelier, un cratère de 50 pieds. Moins 31 degrés Fahrenheit produit le même effet que sur Challenger. Le joint lâche, l'équipage ne revient pas. Je vais vous montrer tout le parcours, de la poudre jusqu'à la torche de 300 pieds. Et pourquoi l'intérieur du combustible présente une cavité en forme d'étoile. Le conflit fondamental du carburant solide, c'est qu'on construit littéralement une bombe géante en espérant qu'elle explose très lentement et strictement dans la bonne direction. Les propulseurs à carburant solide fournissent la poussée principale pour mettre les vaisseaux lourds en orbite, car ils délivrent une puissance brute dès le décollage. Mais le prix de cette puissance, c'est zéro droit à l'erreur. Le propergol solide n'est pas une simple poudre. C'est une masse épaisse, collante, gris argenté qui, durcie, ressemble à une gomme très ferme. La composition chimique fait penser à une recette de cuisine extrêmement dangereuse. Poudre d'aluminium comme combustible, perchlorate d'ammonium comme oxydant et un caoutchouc synthétique qui lie le tout. Le processus de fabrication évoque davantage un atelier clandestin d'explosifs que l'ingénierie spatiale. Le propergol est mélangé dans des malaxeurs anti-étincelles, cachés dans des bunkers souterrains. La moindre étincelle statique provenant du vêtement d'un ouvrier transformerait toute l'usine en cratère de 15 mètres de profondeur. C'est pourquoi aucun humain n'est autorisé à approcher, et tout est télécommandé. Une fois le mélange prêt, il faut le couler dans les énormes sections métalliques du propulseur. Impossible de simplement verser depuis un seau. Si une seule bulle d'air de la taille d'une balle de tennis se forme dans le propergol durci, c'est la catastrophe. Quand le feu atteindra cette cavité, la surface de combustion augmentera brutalement. La pression bondira au-delà de 100 atmosphères et votre propulseur se déchirera en morceaux à la 15e seconde de vol. Pour éviter un tel fiasco, le remplissage du carburant s'effectue sous vide. Une tige spéciale, appelée noyau, est insérée au centre de la section métallique vide. La masse liquide est injectée lentement en aspirant tout l'air. La forme de ce noyau est un chef-d'œuvre de sarcasme ingénieur, souvent une étoile ou un pentagone. Pourquoi créer un trou en forme d'étoile dans le carburant de fusée ? Parce que la surface de combustion détermine la puissance du moteur. Durant les premières secondes du décollage, la fusée a besoin d'une poussée maximale pour arracher 5 millions de livres du sol. Le profil en étoile offre une surface énorme au feu. Quand l'étoile se consume, le canal devient circulaire, la surface diminue et le propulseur ralentit précisément quand la structure traverse les couches les plus denses de l'atmosphère. Après le remplissage, le carburant doit cuire plusieurs jours dans des fours spéciaux à 150 degrés Fahrenheit, la masse durcie devenant un bloc monolithique. Puis surgit le cauchemar suivant, le transport. Impossible de charger 150 000 livres de caoutchouc explosif sur un camion ordinaire. Les sections sont transportées dans des wagons ferroviaires blindés spéciaux avec contrôle climatique. Si la température descend sous zéro, le carburant peut se fissurer. Une minuscule fissure, c'est une future explosion. C'est précisément cela qui causa l'une des plus célèbres tragédies spatiales du siècle dernier, quand les joints toriques en caoutchouc entre les sections ont gelé par 31 degrés Fahrenheit et laissé passer le gaz brûlant. Lorsque les sections arrivent au cosmodrome, on les assemble avec une précision au millième de pouce. Les gaz brûlants à l'intérieur atteignent plus de 5000 degrés Fahrenheit.
bien au-delà du point de fusion de la plupart des métaux. Seule une couche d'isolation élastomère interne empêche la paroi de se percer. Elle brûle plus lentement que le carburant. Les ingénieurs calculent son épaisseur pour qu'elle tienne exactement 2 minutes de vol. Après, le métal peut fondre, puisqu'on largue le propulseur dans l'océan. Mais l'étape la plus spectaculaire, c'est le test au banc d'essai. Avant de confier un propulseur à un vrai vaisseau, il faut le tester au sol. On construit dans un désert isolé une structure de béton gigantesque. Le propulseur est posé à l'horizontale et boulonné avec des dizaines de pinces d'acier massives et de blocs pesant plusieurs millions de livres. Si ces fixations lâchent, cette saucisse de feu de plusieurs tonnes partira en balade dans le désert, calcinant tout sur son passage. Quand on appuie sur le bouton, quelque chose d'incroyable se produit. Les opérateurs observent depuis des bunkers situés à plusieurs milliers de pieds. La tuyère crache un jet de flamme long de 300 pieds. L'onde de choc peut briser les vitres à 5 miles et le bruit enflammer les broussailles par simple énergie acoustique. Le moteur fusée fonctionne exactement 2 minutes, consumant des centaines de tonnes de carburant et générant une poussée de plus de 3 millions de livres. Le sol tremble comme lors d'un séisme de 5 degrés sur l'échelle de Richter. La construction spatiale moderne exige de tels essais chaque fois qu'un composant change dans la formule chimique du carburant. Si vous changez de fournisseur de poudre d'aluminium ou remplacez un plastifiant, retour au banc d'essai. Dépensez encore 50 millions de dollars. C'est un exemple unique de la façon dont l'humanité dompte l'énergie chimique primitive, transformant une explosion potentiellement catastrophique en jet de gaz incandescent rigoureusement contrôlé. Les propulseurs à propergol solide demeurent le moyen le plus simple et le plus dangereux de s'arracher à l'emprise gravitationnelle de la Terre, ne pardonnant ni la paresse des ingénieurs, ni les économies sur les matériaux. En 30 ans de navette spatiale, les forces spatiales des États-Unis d'Amérique ont envoyé 270 propulseurs à poudre lors de 135 missions. Le plus extraordinaire, leur réutilisation. 266 de ces fûts métalliques amérissaient en parachute dans l'océan. Des navires spécialisés les repêchaient, les remorquaient jusqu'à la côte, où des techniciens les démontaient, les nettoyaient, les remplissaient à nouveau de caoutchouc explosif et les renvoyaient pour un nouveau vol. Mais l'économie spatiale moderne a transformé cette logique en absurdité financière. Pour le programme lunaire Artemis et la fusée SLS, un propulseur amélioré à 5 segments a été développé. Un seul coûte l'invraisemblable somme de 650 millions de dollars américains. L'ironie suprême, à la différence des navettes, ces blocs spatiaux, représentant 1,5 milliard de dollars par lancement, ne sont plus récupérés. Ils accomplissent leurs 2 minutes de gloire et sombrent à jamais dans les profondeurs de l'Atlantique, devenant les déchets les plus coûteux de l'histoire de l'humanité. Regarde bien cette pierre. Grise, terne, laide, pareille à n'importe quel caillou au bord de la route. Et pourtant, à l'intérieur se cache la ligne la plus fine et la plus dangereuse que l'humanité ait jamais tracée. Parce que sur 1000 atomes d'uranium présents ici dedans, 7 seulement servent à quelque chose. Les 993 autres ne sont que du lest mort. Et tout l'argent, toute la guerre silencieuse de la planète tourne autour d'une seule chose, séparer ces 7 atomes des autres. 1 kilo de ce métal, une fois séparé, coûte comme une voiture neuve. Et la différence entre allumer une lampe et rayer une ville de la carte, c'est un nombre. Un seul nombre a un chiffre. Aujourd'hui, je vais te montrer où se trouve cette ligne.
et pourquoi les usines qui la franchissent sont les bâtiments les plus surveillés de la Terre. Laisse-moi t'expliquer de quoi on parle, parce que presque personne ne le comprend vraiment. L'uranium que tu sors de la mine est un mélange de deux frères presque identiques. Le premier s'appelle uranium-238. Lourd, paresseux, tranquille. Il représente 99,3% de toute la roche. Le second s'appelle uranium-235. Et celui-là, c'est le bon. Le seul qui se brise quand un neutron le frappe. Le seul qui libère de l'énergie. Le seul qui entretient la réaction en chaîne. Mais de celui-là, dans la nature, il n'y a que 7 atomes sur 1000. Le problème, c'est que ces deux frères sont chimiquement des jumeaux. Tu ne les sépares pas avec de l'acide, ni avec du feu, ni avec des aimants. La seule différence, c'est le poids. 3 unités de masse. Quelque chose de si ridicule que pendant des années, les meilleurs physiciens ont dit que les séparer à grande échelle était impossible. Augmenter exprès la proportion du frère léger porte un nom, l'enrichissement. Mais avant de séparer quoi que ce soit, il faut transformer la pierre en quelque chose de maniable. Le minerai est broyé, réduit en poudre, puis baigné dans de l'acide qui dissout l'uranium. Ce qui en sort, c'est une poudre jaune que toutes les usines appellent le yellow cake, le gâteau jaune. Ça sonne mignon. Ça ne l'est pas. Une seule poussière dans tes poumons et tu as un problème pour la vie. Et comme c'est solide, il faut le rendre gazeux. Alors on le fait réagir avec du fluor à plus de 500 degrés Celsius, presque 1000 degrés Fahrenheit. Est né l'un des composés les plus répugnants de l'industrie, l'hexafluorure d'uranium. Si tu en respires une bouffée, ce gaz se transforme à l'intérieur de toi en acide fluorhydrique qui te dissout de l'intérieur. On le transporte dans des cylindres d'acier de près de 14 tonnes, 30 000 livres, marqués du symbole de la radiation. Et c'est avec ce poison que commence la partie qu'aucun pays ne montre aux caméras. Et maintenant arrive la machine qui sépare le monde en deux, la centrifugeuse. Imagine un tube de métal haut et extrêmement étroit, posé debout. Et à l'intérieur, un rotor qui tourne. Mais il ne tourne pas comme ta machine à laver. Il tourne à 70 000 tours par minute. 10 fois plus vite que la turbine d'un avion de chasse. La pointe extérieure de ce rotor se déplace plus vite qu'une balle. À cette vitesse, la force centrifuge fait son travail brutal et simple. Les atomes un peu plus lourds, l'uranium-238, sont projetés vers la paroi extérieure du tube. Et les plus légers, le précieux uranium-235, restent à flotter près du centre. Voilà toute la magie. Cette différence de 3 unités de masse, invisible, impossible à toucher, devient enfin maniable quand tu fais tourner le gaz à la vitesse du son. Et voici le détail que presque personne ne connaît. Une seule centrifugeuse ne fait presque rien. Elle enrichit le gaz d'un poil ridicule et le passe à la suivante. C'est pour ça qu'on ne les met jamais seuls. On les relie par rangées de centaines, parfois de milliers, l'une derrière l'autre. On appelle ça une cascade. Des salles entières, de centaines de mètres de long, 1000 pieds, remplies de tubes argentés qui tournent en silence, jour et nuit, des années entières, sans jamais s'arrêter. Et voici le nombre qui change tout. Le nombre qui sépare une centrale électrique d'une bombe. Quand le gaz sort des cascades avec 3, 4 ou 5% d'uranium-235, c'est du combustible pour un réacteur. Avec ça, tu allumes une ville. C'est de l'uranium civil, celui des centrales qui produisent environ 10% de toute l'électricité de la planète. Mais voici le côté pervers. La même machine, le même gaz, si tu le laisses tourner plus longtemps, continue de faire monter ce pourcentage, jusqu'à 20%, qui est déjà la ligne rouge, le seuil de l'uranium hautement enrichi. Et si tu tournes encore plus,
tu atteins 90%. Et à partir de là, ce métal ne sert plus à allumer des lampes. Il ne sert plus qu'à une seule chose, à une bombe. Le plus glaçant, le difficile, le hors de prix, ce qui prend des décennies, c'est d'aller de 0 à 20%. De 20 à 90, le chemin est déjà court. C'est pour ça que, quand un pays annonce qu'il enrichit à 20%, le monde entier devient nerveux d'un coup. Parce que la partie difficile est déjà faite. La même salle de tubes argentés qui éclaire des hôpitaux peut, en tournant quelques semaines de plus, fabriquer le cœur d'une arme. Et laisse-moi te poser l'économie sur la table, parce que c'est brutal. L'uranium naturel, à peine sorti de la mine, est relativement bon marché. Mais le travail de séparer ces isotopes se mesure dans une unité spéciale, l'unité de travail de séparation, et chacune coûte environ 150 $. Pour alimenter un seul réacteur pendant 1 an, il en faut des dizaines de milliers. Quand tu additionnes tout, 1 kilo d'uranium enrichi prêt à servir de combustible coûte entre 2500 et 3000 $. 1 kilo. Comme une petite voiture entière, comprimée dans une poignée de céramique grise. Et ça, c'est seulement le grade civil. Le grade militaire n'a pas de prix de marché, parce qu'il ne se vend pas. Il n'existe aucune boutique où l'acheter. Il existe des armées qui le gardent dans des bunkers. Et maintenant, la question que tu te poses sûrement, s'ils ont ce gaz extrêmement dangereux qui tourne à la vitesse d'une balle, que se passe-t-il quand quelque chose se dérègle ? Eh bien, c'est arrivé. Et ce n'était pas une bombe, c'était un programme informatique. Dans les installations de Natanz en Iran, des milliers de centrifugeuses tournaient en cascade sous terre, protégées par des mètres de béton. Et un jour, elles ont commencé à se casser toutes seules. Sans explosion, sans sabotage visible. Les rotors accéléraient un peu trop, ou freinaient d'un coup. Et à 70 000 tours par minute, ça veut dire que la machine se désintègre en morceaux. Un programme informatique, le premier de son genre dans l'histoire, s'était glissé dans les commandes et donnait de faux ordres aux machines pendant qu'il affichait aux techniciens des lectures normales sur les écrans. C'est à ce moment-là que le monde a compris quelque chose. Une usine d'enrichissement ne s'attaque plus avec des avions. Elle s'attaque avec du code. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les construit de plus en plus profondes, sous des montagnes. Mais revenons à l'uranium qui, lui, va vraiment dans un réacteur, celui de 3%, parce que son voyage n'est pas terminé. Ce gaz, il faut le ramener à l'état solide. Après une autre chaîne de réaction, il se transforme en une poudre gris foncé, du dioxyde d'uranium, qu'on presse en pastilles minuscules, de la taille de la dernière phalange de ton petit doigt. Ensuite, elles sont cuites presque une journée entière, à des températures qui frôlent les 1700 degrés Celsius, plus de 3000 degrés Fahrenheit, jusqu'à devenir dures comme de la porcelaine. Et voici la donnée qui ne cesse jamais de m'impressionner. Une seule de ces pastilles, qui tient entre 2 doigts, contient autant d'énergie que 800 kg de charbon. Presque 1800 livres, une pastille. C'est pour ça que, malgré toute la peur qu'il inspire, ce métal reste le combustible le plus concentré qui existe. Mais toute cette histoire a une ombre. Chaque fois que tu enrichis, il te reste une montagne du frère lourd, l'uranium appauvri, encore radioactif, stocké dans des cylindres d'acier en plein air. Il y a des centaines de milliers de tonnes accumulées dans le monde, qui attendent. Et le combustible qui, lui, a fonctionné, après des années dans le réacteur, ressort si chaud qu'il faut le plonger dans des piscines d'eau pendant 10 ans au minimum avant de pouvoir le toucher comme déchet. Voilà la facture cachée. La même densité qui remplace 800 kg de charbon dans une pastille fait que ces restes restent dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas notre problème. C'est celui des petits-enfants de nos petits-enfants. Alors la prochaine fois que tu allumes une lumière, souviens-toi de ceci. Que quelque part, sous une montagne, il y a une salle silencieuse remplie de tubes argentés qui tournent à 70 000 tours par minute. Que là-dedans, en ce moment même,
une machine est en train de pousser un frère d'atomes à se séparer de l'autre, pour une différence de masse que tu ne peux ni voir ni toucher. Et que cette même salle, c'est la frontière la plus fine de la planète. D'un côté, la lampe de ta cuisine. De l'autre, une ville qui cesse d'exister. Et entre les deux, un seul chiffre. C'est pour ça que l'uranium enrichi n'est pas un métal comme les autres. C'est la seule substance au monde où un nombre à un chiffre décide si tu nourris une demi-ville ou si tu la rayes de la carte. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en dessous un seul mot. Je savais, si tu connaissais déjà où était la ligne. Ou je ne savais pas, si c'est la première fois que tu la vois. Et abonne-toi à Fabricavision, parce que le prochain matériau qu'on va ouvrir sur la chaîne est encore plus étrange que celui-ci. Chaque année, des milliards d'appareils sont lancés dans le monde, qui ne fonctionneraient pas sans un métal presque invisible. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que l'avenir des smartphones, des voitures électriques et de l'énergie verte repose sur un matériau dont l'extraction peut empoisonner des régions entières, et qui est de facto contrôlé par un seul État? Pourquoi un élément minuscule détermine-t-il la puissance d'un moteur, l'autonomie d'une voiture électrique et même la stabilité des marchés mondiaux? On parle peu du néodyme, et pourtant c'est lui qui constitue le fondement caché de notre civilisation moderne. Dans cette vidéo, nous suivrons le parcours du minerai brut jusqu'aux aimants ultra puissants. Et tout à la fin, je vous révélerai un fait qui explique pourquoi ce métal est déjà devenu une arme géopolitique. Dans les smartphones, les aimants au néodyme assurent le fonctionnement des haut-parleurs, des microphones, des vibreurs et des systèmes de mise au point automatique des caméras. Dans les ordinateurs et les serveurs, ils garantissent le positionnement des éléments mobiles et le refroidissement. Dans les véhicules électriques, le néodyme détermine véritablement les performances du moteur de traction, couple et autonomie. Dans les éoliennes, il transforme la rotation des pales en électricité, sans recours à des transmissions mécaniques complexes. De ce fait, contrôler le néodyme, c'est contrôler le rythme du développement de l'électronique, des transports et de l'énergie. Car sans lui, la plupart des technologies modernes perdent leur efficacité ou deviennent économiquement non rentables. Les terres rares sont longtemps demeurées hors du regard du grand public, mais ce sont elles qui constituent le socle invisible de notre civilisation technologique contemporaine. Le néodyme, le dysprosium et quelques dizaines de métaux apparentés ne sautent pas aux yeux, ne brillent pas dans les bijoux et se rencontrent rarement à l'état pur. Le néodyme appartient au groupe des lanthanides, que l'on a appelé terres rares, non pas parce qu'ils sont exceptionnellement rares, mais en raison de la complexité de leur extraction et de leur séparation. Dans la nature, ils se trouvent presque toujours ensemble, sous forme de mélanges minéraux complexes. C'est précisément cela qui les a rendus peu attrayants pour l'industrie pendant des décennies. La situation a changé à la fin du XXe siècle, lorsque l'humanité s'est heurtée aux besoins d'aimants ultra puissants, compacts et stables. La révolution est survenue avec l'apparition des aimants néodyme fer-bore. Ils se sont révélés plusieurs fois plus puissants que leurs équivalents traditionnels en ferrite ou alnico. Un petit fragment d'un tel aimant peut générer un champ magnétique qui nécessitait auparavant des structures beaucoup plus grandes et lourdes. C'est précisément grâce à cela qu'il est devenu possible de miniaturiser les moteurs électriques, les haut-parleurs, les disques durs, les systèmes de stabilisation et une multitude d'autres composants. Dans un smartphone moderne, les aimants au néodyme fonctionnent simultanément dans plusieurs ensembles. Le module de vibration, les haut-parleurs, les micromoteurs des caméras. Dans les véhicules électriques, leur rôle est encore plus critique. Les moteurs de traction à aimant permanent garantissent une efficacité élevée, moins de pertes d'énergie et des dimensions plus compactes. Pour assurer un fonctionnement stable à haute température, on ajoute du dysprosium ou du terbium à la composition des aimants.
Ce sont précisément ces éléments qui empêchent les aimants de perdre leurs propriétés sous charge, mais les rendent par la même occasion encore plus stratégiques. Les éoliennes constituent un autre exemple emblématique. Les générateurs modernes à entraînement direct nécessitent des centaines de kilogrammes d'aimants au néodyme. Sans eux, il faudrait revenir aux multiplicateurs encombrants, ce qui réduirait la fiabilité et augmenterait les coûts de maintenance. Ainsi, la transition vers l'énergie verte est directement liée à l'accès aux terres rares. Cependant, le parcours de ces matériaux, de l'extraction à leur intégration dans des produits de haute technologie, est loin d'être exemplaire. L'exploitation minière et le traitement des terres rares figurent parmi les processus les plus problématiques sur le plan environnemental dans l'industrie extractive. Les minerais contiennent souvent des impuretés radioactives et la séparation chimique exige d'importantes quantités d'acide et d'eau. Les déchets s'accumulent dans des bassins de résidus, contaminant les sols et les ressources en eau. C'est précisément pour cette raison que de nombreux pays ont renoncé par le passé à leur production nationale, la confiant de fait à l'externalisation. Ce vide a été comblé par un seul État, la Chine. Dès les années 1990, elle a investi méthodiquement dans l'extraction, le raffinage et la purification des terres rares. La combinaison de normes environnementales peu contraignantes, d'un soutien étatique massif et d'une stratégie de long terme a permis à la Chine d'établir un quasi-monopole sur le marché mondial. Aujourd'hui, c'est là que se concentre l'essentiel des capacités de transformation des matières premières de terres rares, même lorsque le minerai lui-même est extrait ailleurs. Ce monopole a fait du néodyme et du dysprosium un instrument géopolitique. Les restrictions à l'exportation, les quotas ou même de simples menaces de rupture d'approvisionnement ont un impact immédiat sur les marchés de l'électronique, de l'automobile et de l'énergie. Les pays qui aspirent à l'indépendance technologique sont contraints de repenser d'anciennes solutions, d'investir dans le recyclage, la réutilisation et la recherche d'alternatives. La production de néodyme commence bien avant l'apparition des aimants brillants et des composants de haute technologie. Tout démarre avec le minerai, le plus souvent de la basténésite ou de la monazite, des minéraux contenant un mélange d'éléments de terres rares, étroitement imbriqués. Après extraction, le minerai est concassé et broyé jusqu'à obtenir une poudre fine qui passe par une étape d'enrichissement. Par flottation ou séparation magnétique, on obtient un concentré de minéraux de terres rares. À ce stade, le néodyme n'est toujours pas isolé. Ce n'est que la préparation à la partie la plus complexe de tout le processus. L'étape suivante est le traitement chimique. Le concentré est dissous dans des acides, généralement sulfuriques ou chlorhydriques, transformant la roche solide en une solution agressive saturée d'ions de terre rares. C'est précisément ici que la production acquiert sa réputation de sale. D'importants volumes de déchets liquides se forment, ainsi que des sous-produits contenant du thorium et d'autres éléments indésirables. Ces solutions nécessitent un contrôle rigoureux et une purification ultérieure. L'étape la plus cruciale et la plus longue demeure la séparation des terres rares entre elles. Chimiquement, elles sont extraordinairement similaires, si bien qu'on ne peut simplement les filtrer. On recourt alors à l'extraction par solvant. Le liquide traverse à maintes reprises des cascades de réacteurs, où les différents éléments passent tour à tour de la phase aqueuse à la phase organique, et inversement. Ce processus peut s'étaler sur des semaines. Au final, on obtient des fractions distinctes, où le néodyme se trouve enfin séparé du praséodyme, du dysprosium et de ses autres voisins. Après purification, le néodyme est précipité sous forme de sel ou d'oxyde, le plus souvent d'oxyde de néodyme. Cette poudre constitue déjà une matière première industrielle, mais pas encore un métal. Pour obtenir le néodyme métallique,
L'oxyde est réduit dans des fours sous vide ou sous atmosphère inerte à l'aide de calcium ou d'autres agents réducteurs. Le processus se déroule à haute température et dans des conditions où le métal n'entre pas en contact avec l'oxygène, faute de quoi il s'oxyderait instantanément. Le néodyme métallique obtenu est un matériau gris argenté, chimiquement actif, rarement utilisé tel quel. Il est presque immédiatement destiné à la fabrication d'alliages magnétiques, où il s'associe au fer et au bore. Ainsi, le chemin du minerai à l'aimant passe par des dizaines d'opérations, des milliers de tonnes de réactifs et une quantité considérable d'énergie. Chaque année, des milliers de tonnes de métaux sont extraites dans le monde. Mais un seul d'entre eux est si dangereux qu'il peut tuer un homme même sous forme de poussière, tout en nous permettant de remonter 13 milliards d'années dans le passé de l'univers. C'est le beryllium. Un métal plus léger que l'aluminium, mais plusieurs fois plus rigide que l'acier. Un métal sans lequel le télescope spatial James Webb n'existerait pas. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Pourquoi sa production évoque-t-elle un cauchemar chimique ? Et pourquoi le manipuler ressemble-t-il à un jeu mortel ? Et que cachent exactement ces usines derrière leurs épaisses vitres de protection ? Ne zappez pas, vous découvrirez ce qui changera à jamais votre perception du métal. Entrons directement dans les chiffres, car ils sont tout simplement renversants. Regardez ce bloc de métal. En apparence, un simple morceau de ferraille grise, mais si j'essaie de le soulever, je risque de me heurter le menton tant je serai surpris. La densité du beryllium n'est que de 1,85 g par centimètre cube. C'est près de 30% de moins que l'aluminium, que nous considérons habituellement comme la référence en matière de légèreté. Mais voici le tour de force. Malgré cette quasi-apesanteur, le beryllium est 4 fois plus rigide que l'acier. Son module d'élasticité atteint l'incroyable chiffre de 303 gigapascales. Cela signifie que ce matériau oppose une résistance considérable à toute déformation. Vous pourriez en faire une structure fine, comme du papier. Elle conserverait sa forme sous une charge colossale. Son processus d'extraction constitue un chapitre à part dans le manuel de survie industrielle. La source principale, un minéral appelé bertrandite, extrait dans les déserts de l'Utah. Le minerai ne contient qu'environ 0,5% de beryllium. Pour extraire ce métal, la roche est broyée puis plongée dans de l'acide sulfurique, transformant le tout en une sorte de bouillie chimique. Ensuite, par une série de manipulations complexes avec des hydroxydes et des fluorures, on obtient du fluorure de beryllium pur. Celui-ci est mélangé à du magnésium, dans d'immenses creusets, et chauffé à une température de 1300 degrés Celsius. Le magnésium capte le fluor, tandis qu'au fond se déposent des grains métalliques brillants, ce qu'on appelle des pellets ou galets de beryllium. Mais ce n'est que le début, car il est impossible de les travailler directement. C'est ici que nous arrivons à la partie la plus dangereuse de notre visite. Le beryllium est une véritable bombe toxique. Sa poussière provoque la berylliose chronique, une maladie qui rend vos poumons tout simplement incapables de fonctionner. C'est pourquoi personne ici ne coule le métal dans des moules, comme on le ferait avec de la fonte. On utilise des méthodes de métallurgie des poudres. Les grains de métal sont broyés en une poudre fine dans des broyeurs spéciaux sous vide. Chaque grain de poudre doit être sous contrôle. Ensuite, cette poudre est versée dans d'immenses capsules d'acier et soumise à un pressage à chaud sous vide. Imaginez une pression de centaines d'atmosphères et une température de plus de 1000 degrés qui écrasent simultanément cette poudre, la forçant à devenir un bloc monolithique. Cela dure des heures, jusqu'à ce que la structure devienne parfaitement homogène. Pourquoi donc les ingénieurs du télescope ont-ils choisi ce matériau infernal pour leur miroir ? C'est une question de froid cosmique. James Webb opère au point de Lagrange numéro 2,
où la température chute à moins 223 degrés Celsius. Le verre ordinaire, soumis à un tel refroidissement, commence à se déformer de manière imprévisible. Or, le beryllium possède une propriété unique. Son coefficient de dilatation thermique devient pratiquement nul aux basses températures. Il se fige, pour ainsi dire. Cela a permis de créer des miroirs qui restent parfaitement lisses, même dans le froid le plus impitoyable du cosmos lointain. Chacun des 18 segments du miroir mesure 1,30 m de diamètre, mais ne pèse que 20 kg. Si nous les fabriquions en verre, ils pèseraient près de 100 kg chacun, et la fusée ne pourrait tout simplement pas décoller. Chaque miroir a été usiné dans un bloc massif, en retirant 90% de la masse à l'arrière pour créer une structure alvéolaire légère. C'est ce qu'on appelle l'allègement structural. L'épaisseur des parois n'y est que de quelques millimètres. Ensuite commence le polissage. Il s'effectue à l'aide de systèmes informatiques qui éliminent les irrégularités de l'ordre du nanomètre. 1/1000 de mètre, voilà la précision qui règne ici. Puis, les miroirs sont transportés dans une chambre cryogénique, où ils sont refroidis aux températures spatiales, les déformations microscopiques sont mesurées, puis on les polit à nouveau pour compenser ces variations. Ce cycle a été répété des dizaines de fois sur plusieurs années. Et maintenant, observez cette couleur. Nous avons l'habitude de voir les miroirs des télescopes dorés, mais sous l'or se trouve du beryllium pur. L'or n'est appliqué qu'à la toute fin, par pulvérisation sous vide. La couche d'or ne fait que 100 nanomètres d'épaisseur. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour ce miroir immense de 25 mètres carrés, on a utilisé qu'environ 48 grammes d'or. L'équivalent de 3 ou 4 alliances, étalé sur une surface gigantesque. L'or est nécessaire, car le télescope recherche le rayonnement infrarouge des toutes premières étoiles, qui se sont allumées il y a 13 milliards et demi d'années. Le beryllium apporte rigidité et stabilité, l'or une réflexion parfaite. Dans cette usine, les mesures de sécurité semblent paranoïaques, mais c'est une paranoïa justifiée. Vous voyez ces lignes jaunes au sol? Impossible de les franchir sans chaussures spéciales. L'air de l'atelier est entièrement renouvelé toutes les 3 minutes. Le taux de beryllium dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 de microgramme par mètre cube. C'est si minuscule que vous ne pourriez même pas le voir au microscope. Et pourtant les capteurs sont partout ici. Chaque employé passe par une douche spéciale en fin de service, et leurs vêtements sont éliminés comme des déchets dangereux. C'est le prix à payer pour pouvoir sonder les profondeurs du cosmos. Mais le beryllium ne se limite pas à l'espace. Regardez ces pièces minuscules pour moteurs d'avion. Parce qu'il conduit la chaleur mieux que la plupart des métaux, le beryllium est idéal pour les composants qui doivent refroidir rapidement. Sa conductivité thermique atteint environ 210 watts par mètre Kelvin. Il évacue la chaleur plus vite que l'aluminium, tout en ne fondant qu'à 1287 degrés. Cela permet aux avions de voler plus vite et aux moteurs de fonctionner plus efficacement. Autre fait intéressant que vous n'entendrez guère à l'école. Le beryllium est presque transparent aux rayons X. Si vous faites une radiographie à travers une plaque d'acier, vous ne verrez rien. Mais le beryllium laisse passer les rayons comme s'ils n'étaient pas là. C'est précisément pour cette raison que les fenêtres de tous les appareils de radiographie et scanners dans les hôpitaux sont fabriquées en feuilles de beryllium. Cela permet aux médecins d'obtenir des images nettes de votre corps, sans perdre la puissance du rayonnement dans l'appareil lui-même. Vous vous demandez combien coûte tout ce plaisir? Eh bien, si vous voulez acheter 1 kg de beryllium pur, prévoyez entre 800 et 1000 $. Mais ce n'est que pour la matière première. Le coût d'une pièce finie peut être des dizaines de fois plus élevé, en raison de la complexité de l'usinage et des mesures de sécurité. Un seul segment de miroir du web a coûté des millions de $, si l'on tient compte de toutes les années de tests et de polissage.
Merci d'avoir suivi cette exploration, et si vous aimez la vraie science autant que moi, n'hésitez pas à laisser un like. À bientôt pour un prochain site secret. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de lithium sont extraites à travers le monde. Et ce n'est plus un simple métal, mais le fondement même de toute l'énergie du futur. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe et technologique, mais tout commence par une eau salée trouble au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, elle s'évapore pendant des mois, dans des bassins gigantesques, jusqu'à ce qu'il ne reste que cet or blanc. Et le plus fascinant commence après, lorsque cette matière première parcourt le chemin de la saumure, jusqu'au cœur de la batterie. Et à la fin, un détail vient bouleverser toute notre perception de cette histoire. Je me tiens au milieu d'un paysage blanc, presque aveuglant, qui semble recouvert de neige. Mais ce n'est pas de la neige. C'est un désert de sel, quelque part à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où sous mes pieds, ce n'est pas de la terre, mais un mélange de sel, de minéraux et d'eau. C'est ici que commence le parcours du lithium, ce métal qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc. Et oui, dans les commentaires, vous vous disputez souvent au sujet des voitures électriques et de l'écologie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne réellement, sans artifice. Sous cette croûte blanche se cache la saumure, une eau saturée en sel de lithium. On la pompe depuis des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres à travers des forages. Les pompes remontent lentement ce liquide trouble à la surface et le dirigent vers d'immenses bassins d'évaporation. Et c'est là que commence la partie la plus spectaculaire du processus. Devant moi, des dizaines de bassins rectangulaires, chacun de la taille de plusieurs terrains de football. L'eau qu'ils contiennent est de couleurs différentes, du bleu au vert et même au jaune. Ce n'est pas un choix esthétique, mais la chimie à l'œuvre. La saumure est pompée d'un bassin à l'autre, et à chaque étape, sa composition se modifie. Le soleil fait l'essentiel du travail. La température de l'air dépasse facilement les 30 degrés Celsius, et les pluies sont quasi inexistantes. L'eau s'évapore pendant des mois. Au départ, le liquide est pompé dans les plus grands bassins. Il y passe plusieurs semaines sous le soleil, perdant une partie de son eau. La concentration en sel augmente, et les plus lourds d'entre eux, principalement le sodium, commencent à cristalliser et à se déposer au fond. Ensuite, la saumure est transférée vers le bassin suivant. Celui-ci est déjà plus petit, et la composition du liquide plus pure. Ici précipitent d'autres éléments, comme le potassium. À chaque passage, l'eau devient plus épaisse, plus sombre, plus saturée en minéraux. Les ingénieurs contrôlent constamment sa composition. Ils prélèvent des échantillons, mesurent les concentrations, pour ne pas perdre le lithium avec les sels excédentaires. Aux étapes finales, il ne reste principalement que des composés de magnésium et de lithium. Le processus devient alors particulièrement précis. La saumure est maintenue plus longtemps dans les bassins, et parfois des réactifs sont ajoutés pour éliminer les impuretés indésirables. Au final, chaque bassin produit une solution de plus en plus concentrée, qui finit par contenir suffisamment de lithium pour être traité. Semaine après semaine, la concentration de lithium augmente. D'abord, ce sont les autres sels qui précipitent: sodium, potassium, magnésium. Ils se déposent au fond, formant des couches solides. Le liquide est progressivement pompé vers les bassins suivants, laissant l'excédent derrière lui. Dans les derniers étangs, subsiste un concentré contenant déjà assez de lithium pour passer à l'étape suivante. Ce liquide rejoint ensuite l'usine de traitement. Ici, le décor change radicalement. L'espace ouvert laisse place à des tuyaux, des réacteurs et des cuves. La saumure est purifiée de ses impuretés résiduelles, puis transformée en carbonate de lithium, cette poudre blanche qui constitue la matière première des batteries. Lorsque la saumure arrive à l'usine, ce n'est plus une eau trouble, mais un cocktail chimique concentré où le lithium joue le rôle principal, tout en côtoyant encore magnésium,
calcium et résidus de sel. Première étape, la purification. Le liquide est acheminé vers de grandes cuves, où il est traité avec des réactifs qui capturent les impuretés indésirables. Une partie des éléments passe à l'état insoluble et se dépose au fond, tandis qu'une autre est séparée par filtration. On obtient ainsi une solution nettement plus pure, prête pour la réaction principale. Cette saumure est ensuite transférée dans d'immenses cuves métalliques, les réacteurs, où s'opère la transformation cruciale. On y ajoute des réactifs carbonatés, généralement à base de soude. C'est à ce moment que démarre la réaction. Le lithium change de forme et commence à précipiter sous forme de dépôts solides. Observé de près, le liquide se trouble progressivement et de fines particules blanches y apparaissent. C'est le futur carbonate de lithium. Ce processus est contrôlé avec une précision extrême. Température, vitesse d'agitation, concentration des réactifs, tout compte. Si les paramètres dérivent, une partie du lithium restera en solution ou se mélangera aux impuretés. C'est pourquoi les opérateurs prélèvent constamment des échantillons et ajustent le processus en temps réel. Une fois la réaction terminée, le mélange est envoyé en filtration. De grands filtres industriels séparent le précipité solide du liquide. Ce qui reste sur le filtre ressemble à une poudre blanche humide. Mais elle n'est pas encore prête. Elle contient des résidus de réactifs et de sel. L'étape suivante est le lavage. Le précipité est rincé à plusieurs reprises à l'eau pure pour éliminer toutes les substances étrangères. C'est un peu comme laver du sable, mais avec un contrôle qualité bien plus rigoureux. Le matériau est ensuite envoyé dans des installations de séchage, où l'humidité résiduelle est éliminée à température élevée. On obtient alors une poudre blanche sèche et fluide, le carbonate de lithium. Son apparence est plutôt modeste, presque comme de la farine, mais c'est à partir d'elle que commence la fabrication des batteries modernes. Chacune de ces particules a parcouru un long chemin depuis l'eau salée, jusqu'à une réaction chimique contrôlée, pour devenir finalement une source d'énergie destinée aux technologies que nous utilisons au quotidien. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes et expédiée vers d'autres usines, où commence la fabrication proprement dite des batteries. Là-bas, le lithium est mélangé à d'autres éléments. Les cathodes et anodes sont formées, les cellules assemblées. Mais toute cette histoire high-tech commence ici, dans le silence des plaines salées et sous un soleil de plomb. Et voici ce qui est fascinant. Pour obtenir une tonne de carbonate de lithium, il faut évaporer des centaines de milliers de litres d'eau. Cela signifie des mois de travail, des surfaces immenses et un équilibre très délicat avec la nature. C'est précisément pour cela que l'extraction du lithium suscite des débats si vifs. Il est indispensable à la transition vers la mobilité électrique, mais son obtention a aussi son prix. Vus du ciel, ces bassins ressemblent à une palette de peintre géante. Mais derrière cette beauté se cache un processus long et lent. Ici, pas de résultat rapide, seulement le temps, le soleil et la patience. Et moi, j'attends patiemment que vous vous abonniez à ma chaîne. Et à un moment donné, on finit par comprendre. Chaque batterie dans un téléphone ou une voiture électrique, ce n'est pas seulement de la technologie. Ce sont aussi ces champs, cette eau, ces mois d'évaporation. Le lithium n'apparaît pas de nulle part. Il parcourt un long chemin avant de devenir ce qui alimente le monde moderne. L'extraction mondiale de lithium connaît aujourd'hui une croissance presque explosive. Si en 2010, elle atteignait environ 28 000 tonnes, en 2024, elle s'élève déjà à quelques 240 000 tonnes par an.
Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle. Excavatrices sur chenilles et dragues créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe. Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables. Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes. En dentisterie,
les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer. Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme. La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessible à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane, obtenue à partir du minerai, permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté,
mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi%. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés, mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mate obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation,
des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation.